Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre liberté de parole ne vous a pas empêché d'être attaché à plusieurs chaînes. Vous êtes également lié à Paris, que vous racontez dans un livre capital dans tous les sens du terme. Bonjour Michel Field. Bonjour et merci de cette présentation. C'est la moindre des choses et on a la joie de vous accueillir, et vous avez un parcours ô combien étonnant qu'on va évoquer. Et on va également évoquer ce livre Paris et moi, qui est sorti chez Mialet-Barreau, qui est à la fois une vision de Paris et une vision personnelle de la vie. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours, sur votre vie, à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, Michel Field, c'est le 19 mars 1973. C'est un journal télévisé qui est votre première télé, et vous évoquez la suppression du service militaire par la loi Debré à travers des manifestations qui ont lieu dans toute la France. Vous vous souvenez de cette intervention ? Alors, je me souviens peut-être pas précisément de celle-ci, mais que ma carrière médiatique, entre guillemets, ait été lancée par ce mouvement lycéen dont les médias m'ont catalysé comme leader. Oui, ça, évidemment, comment pourrais-je ne pas m'en souvenir ? Il y avait un comité de grève au lycée Condorcet, où vous étiez. Absolument. Et vous aviez publié une tribune dans Le Monde, je crois. Tout à fait. Et en fait, j'étais à l'époque militant d'extrême gauche à la Ligue communiste, et j'étais dans ce mouvement chargé des relations avec la presse, parce que j'avais écrit un peu dans Rouge, qui était le journal de la Ligue, et qui était d'ailleurs pas une mauvaise formation pour les journalistes, puisque y ont écrit Patrick Rothman, Edoui Plenel, Georges Marion, enfin plein de gens qui ont fait après des carrières journalistiques importantes. Et moi, j'étais juste le responsable des relations avec la presse. Et j'ai compris comment les médias fonctionnaient. C'est qu'à partir du moment où j'étais leur interlocuteur, ils m'ont propulsé leader du mouvement. Et ça m'a servi pour après me méfier un peu des constructions hâtives que les médias peuvent faire des personnages publics. C'est vrai. Alors, c'est votre première télé. Et vous avez encore l'accent du Midi, parce que vous êtes né à Saint-Saturnin-les-Aptes, en un temps où les touristes ne venaient pas en Provence. Non, alors c'est très drôle, parce que en effet, je suis natif du Luberon. J'y ai toujours une maison de village, parce que c'est mon village natal et que j'ai besoin de m'y ressourcer. Et c'est vrai qu'après, dans les années 70, j'ai vu toute l'intelligentsia se ruer dans le Luberon, et pour certains s'y installer, pour d'autres ils sont repartis. Et ça me faisait très bizarre, parce que mon rapport à ce pays n'a absolument rien à voir avec un rapport de vacances. J'y ai fait, quand j'étais gosse, les vendanges, les bigarreaux, j'ai coupé les lavandes, et le rapport vraiment de ce rapport à la terre, pour dire les choses rapidement, il m'est très très utile quand j'y redescends. Je vois pas les gens de Paris quand je suis dans le Midi, je vois soit les vieilles personnes qui m'ont vu naître, soit leurs enfants, et je me ressource là-bas, ça me fait beaucoup de bien. Alors, il y a deux gloires à Saint-Saturnin-les-Aptes. Il y a Joseph Talon, il y a une statue qui est le père de la trufficulture moderne. Absolument, mais vous êtes très bien renseigné. Et puis il y a votre grand-mère, parce que votre grand-mère s'est installée parce qu'elle a épousé le maire du village. Alors oui, elle l'a pas épousé, ils ont eu une relation sulfureuse. En fait, ma grand-mère comédienne était en tournée dans le début dans les années 1920, et il y a eu un coup de foudre réciproque entre ce maire de village et elle a plaqué une partie de sa vie parisienne. Elle a laissé son mari, son fils aîné, et elle est descendue s'installer avec sa fille, donc ma maman, dans ce village. Et malheureusement, cet homme, le maire du village, est mort très rapidement après son installation. Donc, elle s'est retrouvée toute seule, comédienne de théâtre, ce qui quand même à l'époque était encore sulfureux, ayant pas marié avec le maire, ayant lâché sa vie parisienne. Il y avait toutes les raisons pour qu'elle soit rejetée, et c'est l'inverse qui s'est produit. Elle a donné le virus du théâtre à tout le village, et mon village est parti en délégation pour le premier festival d'Avignon de Jean Vilar à la fin des années 40. Festival d'Avignon qui est né parce qu'un jour, René Char, le poète, a vu une pièce au Vieux-Colombier avec Jean Vilar. Il a proposé de créer cette manifestation en complément d'une exposition de peinture. On ne savait pas à l'époque ce que ce serait. Absolument, et René Char est une personnalité évidemment éminente de mon Midi, à la fois réel et mythique. D'abord parce qu'il a été grand chef de résistance dans le réseau de Céreste qui est juste en face de mon village. Le mien est adossé au mont du Vaucluse, Céreste est du côté du Luberon. Et puis évidemment à l'Île-sur-Sorgue, le musée René Char. Et puis c'est
évidemment un poète, moi, qui me bouleverse complètement. Je souffre un peu qu'il soit devenu le poète des patrons du CAC 40, qui ont toujours les 2-3 citations, va vers ton destin, etc. Ça me saoule un peu parce que franchement, il mérite mieux. Oui, et puis je crois qu'ils ne connaissent pas sa vie aussi bien que vous. Il y a un autre résistant très important dans votre famille, c'est votre père, Michel Field. Alors mon père d'origine autrichienne, puisqu'il s'appelait Erwin Feldschuh, qui est mon premier nom, est venu en France. Il a quitté Vienne le jour de l'Anschluss. Il était jeune militant socialiste et quand il a vu l'armée nazie pénétrer dans Vienne, il est parti. Il est parti, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est allé chercher son sac à dos, ses skis, et il est parti dans la forêt viennoise. Il n'avait qu'une adresse, c'était celle d'une auberge de jeunesse en France, près de Toulon. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de traversée de l'Europe à pied. Et il a fait, je crois, la guerre dans la marine. Absolument, il s'est fait engager dans la marine à Toulon. Puis après, quand il y a eu le sabordage de la flotte, il n'y avait plus de flotte, donc plus de marins. Et du coup, il s'est engagé dans la résistance dans le Sud. Voilà, donc je suis très sensible à être porteur de ça, même si cette génération n'était pas très bavarde sur ces faits d'armes et il ne voulait pas nous encombrer avec ce qui s'était passé pendant la guerre. Mais voilà, moi je sais et à mes propres enfants, je transmets cette mémoire de la résistance. Alors, il faut la transmettre. Et puis, la mémoire a commencé avec vous au lycée Claude Bernard. Après 1968, vous êtes arrivé dans ce lycée. Et moi, je me souviens très bien de vous, parce que j'étais aussi au lycée. Je faisais maths sup. Vous voyez comment on a mal tourné tous les deux. Et vous vendiez rouge avec un Deffelcoat beige à la sortie du lycée Claude Bernard. Oui, et aussi du lycée La Fontaine, qui était le lycée de filles à côté, parce qu'évidemment, les séductions adolescentes faisaient bon ménage avec l'engagement militant, mais vous avez un parfait souvenir. Et j'ai été viré du lycée Claude Bernard en première pour un motif vraiment... L'expression est tellement drôle. Usage intempestif de mégaphone. J'ai été viré. Et après, quand je suis revenu... Alors, voilà, malgré... je me souviens, une professeure de français, Madame Poli, qui avait été mon avocate devant le conseil de discipline, et l'avocat général, pardon, le surveillant général qui menait l'accusation, s'appelait Monsieur Billot. C'est ça. Et... Le hasard a voulu que j'ai été reçu major au CAPES quelques années après, en philo, que j'ai eu donc un joli choix pour mon stage. Le premier stage était le lycée Claude Bernard et c'est Monsieur Billot qui m'a accueilli quelques années après m'avoir viré. Et je crois même que parmi ceux qui vous ont viré, il y avait un monsieur qui s'appelait Bernard Niquet, qui était pion à l'époque et qui est devenu le conseiller de Mme Chirac et que vous avez retrouvé. Mais j'ai rencontré un nom, d'abord vous, évidemment, Bernard Niquet, que j'ai retrouvé en effet à l'hôtel de ville, à côté de Mme Chirac, et puis un grand attaché de presse du cinéma qui s'appelle Dominique Segal, et qui, moi, quand je commence ma carrière, quelqu'un de très proche, de très important, un agent très important à Armédia, me dit, si tu veux commencer à faire ce métier, il faut absolument que tu te réconcilies avec Dominique Segal. Je dis, mais comment je peux me réconcilier? Je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas m'être fâché avec lui. Et en fait, mon ami a organisé ce déjeuner et j'ai compris que Dominique Segal avait été traumatisé par mes interventions intempestives à coups de mégaphone. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'agitation qui devait être assez dure à supporter pour les lycéens plus modérés. Et en fait, il était resté sur cette image. Donc, je lui ai montré que je m'étais évidemment adouci. Et depuis, nous avons les meilleurs rapports du monde. Oui. À cette époque, vous avez aussi traité un ministre de rigolo. Je crois que c'était Joseph Fontanet. Joseph Fontanet. Et je raconte d'ailleurs dans Paris et moi que j'ai eu une belle histoire, parce que Joseph Fontanet était un ministre centriste, très modéré, très ouvert, et moi, du haut de ma morgue de 19 ans, je l'avais traité de rigolo. Enfin, ça avait fait du pataquès, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'interpeller un ministre quand on avait 19 ans en direct à la télé, c'était pas fréquent. Et bien plusieurs années après, pendant les 20 ans où j'ai travaillé à Europe 1, dans le parking d'Europe, enfin dans le parking de la rue François 1er, je me fais interpeller par une jeune femme qui me dit qu'elle est une des filles de Joseph Fontanet, et elle me dit, ça me fait très drôle de vous rencontrer parce que
vous faites un peu partie de la famille parce que mon père parlait souvent de vous quand il vous voyait à la télé, en ayant gardé un très bon souvenir de cette insolence adolescente dont j'avais fait preuve à son endroit. Et il y a eu même une chanson qui évoque Joseph Fontanet, c'est une parodie de La Vache à 1000 temps, chantée par Jean Poiret, La Vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs. Et cette chanson donc parle de Joseph Fontanet et Poiret l'a écrite, ça a beaucoup fait rire Brel qui un jour à la télévision l'a mise dans son répertoire. Ah, je ne savais pas du tout. Alors effectivement, ce côté militant, ça continue, on continue à vous en parler, ça vous a marqué à vie, Michel Field. Alors oui, c'est drôle parce que franchement, un engagement de jeunesse qui commence à 14 ans et qui se termine à 20 ans ne devrait pas demeurer comme ça dans la mémoire rétinienne des téléspectateurs, des auditeurs, des gens. Alors, est-ce que c'est parce qu'après, à la télévision, j'ai fait pas mal d'émissions de forum, d'émissions de libre parole, et que d'un certain point de vue, on pouvait y voir une sorte de continuation ou de continuité, pardon, de ce qu'avait été cet engagement, peut-être. Mais c'est vrai qu'on ressort toujours ces archives, et il y a encore des gens qui me traitent ou qui me prêtent des convictions que j'ai abandonnées évidemment depuis extrêmement longtemps. C'est quand même drôle d'arriver à 67 ans et d'avoir encore la persistance rétinienne des années où j'avais 19 ou 20 ans. Quoi. Ah, ça permet de rester jeune en quelque sorte. D'une certaine façon, oui. Mais finalement, ce que vous avez dit à l'époque, ça passerait inaperçu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, pratiquement, Michel Field. J'en parle aussi dans Paris et moi, dans ma balade du 11e arrondissement où je parle des attentats. Évidemment qu'il y avait beaucoup d'agitation, évidemment qu'il y a eu mai 68 et que dans les années qui ont suivi, il y avait quasiment 2-3 manifestations par semaine. Mais c'était, même s'il y avait de la violence, c'était une violence qui était absolument pas proportionnée à celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Et j'essaye dans mon livre de dire que, par exemple, une victime, on connaissait son nom, c'était Gilles Totin, c'était Pierre Auvernay, c'était aujourd'hui, dans le secret de notre mauvaise conscience, quand on a une nouvelle et qu'on entend qu'un attentat a fait 2 victimes, quelquefois, on a l'indécence de se dire « Ah bon, seulement 2 victimes ?» Il y a une indifférenciation des victimes par les attentats de masse. Et quand on compare, c'est vrai qu'on se dit que le degré de violence généralisée et d'accoutumance peut-être d'ailleurs à cette violence a considérablement grandi en quelques décennies. C'est vrai, et vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses avec grandi. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 10 mai 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Field. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Field. On parlera tout à l'heure de Paris et moi, votre livre paru chez Mial et Barreau. Et là, on revient à une date importante. Alors, elle ne vous concerne pas directement, mais indirectement. Le 10 mai 1988, c'est la première de cette émission. Ciel Montmardi, au départ, vous êtes un spectateur. Et puis, vous faites un livre, un jour, qui fait beaucoup parler de lui, Impasse de la nuit. Et puis, vous vous retrouvez invité dans cette émission, Michel Field. Oui, alors c'est vrai que j'ai été invité chez De Chavannes pour ce livre érotique, enfin, qui n'est pas qu'érotique, mais qui est quand même assez chaud. Et c'était un plateau, justement, sur les sexualités marginales, etc. Et il se trouve que j'ai plutôt bien fait marrer Christophe et qui m'a proposé de le rejoindre dans le bloc-notes qui était la partie centrale de l'émission, qui était vraiment un moment de pure déconnade en direct et avec une liberté de ton dont j'ai peur qu'aujourd'hui on ne trouve pas vraiment d'équivalent ou la trace, sauf peut-être un peu chez Cyril Hanouna, mais c'est très différent. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu, j'ai travaillé sur l'émission, et puis au bout de 2 ans, Laure Adler m'a proposé de démarrer et de créer le Cercle de Minuit sur France 2. Et c'est vrai que cette période de Chavannes, je l'ai souvent raconté, était très schizophrénique, puisque à l'époque, j'étais professeur agrégé de philosophie, que je travaillais donc avec à la fois des élèves instituteurs de l'École normale de Versailles, qui sont devenus les instituts de formation des maîtres maintenant,
enseignant, et puis que je donnais des cours d'agrégation. Et le hasard voulait que mes cours d'agrégation soient le lendemain de Ciel Montmardi. Donc je me couchais à 2h30, 3h du matin, après avoir vraiment fait le guignol. Et puis je me retrouvais devant des étudiants avec qui il ne s'agissait pas de plaisanter, parce qu'ils jouaient quand même leur concours. Et j'ai adoré cette période parce que les étudiants étaient tous devant leur poste la veille au soir, parce que c'était une émission qui touchait la jeunesse de façon incroyable. Mais dès que je commençais mon cours, ils étaient en surenchère de rigueur et de sérieux. Ils n'auraient pas du tout supporté que je joue sur les deux tableaux. Et ça a été une belle leçon pour moi aussi de cloisonnement, d'activités diverses. Alors, effectivement, la télévision, c'était pas un domaine que vous envisagiez au départ, Michel Field. Ah, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Autant j'ai travaillé assez vite à la radio parce que Jacques Duchâteau m'avait invité sur France Culture pour son émission Panorama, et j'en avais été d'année en année un des piliers. Je venais plusieurs fois par semaine dans cette quotidienne en 2 parties qui était un grand rendez-vous de France Culture à l'époque. Ça, je le faisais parallèlement. Après, à mon métier d'enseignant, j'ai fait pas mal de presse écrite, au Matin de Paris, j'ai fait des piges pour Télérama, pour les livres, mais la télé, j'y avais jamais vraiment réellement pensé. Et puis finalement, ça a été un de mes... Voilà, mon destin. Voilà. Et justement, ce premier livre qui s'appelait donc Impasse de la nuit sur les milieux libertins a fait scandale. Mais à l'époque, tout faisait scandale. Moi, je me souviens du théâtre des Deux Boules. J'avais fait des reportages là-dessus. On l'avait eu à la télévision. Je travaillais à l'époque avec Philippe Bouvard. Il y avait 2 jeunes femmes qui avaient des séances chaudes dans un filet au-dessus de la salle. Et tout le monde y allait en secret. C'est-à-dire, je me souviens d'un jour, une émission de télévision où les comédiennes sont venues et André Castelot, historien célèbre, m'a dit « C'est quel théâtre ?» Et je l'ai vu noter l'adresse dans un coin, vous voyez. Oui, ça se faisait. D'ailleurs, c'était peut-être pas plus mal qu'il y ait une part un peu de secret, un peu d'ombre. Impasse de la nuit n'a pas vraiment fait scandale, mais c'est vrai qu'il y a eu cet aspect sulfureux qui fait que le livre a eu un destin qui lui ressemblait, c'est-à-dire un destin un peu sous le manteau, un peu et les ventes ont continué. Puis je sais qu'on se le prêtait, etc. Mais c'était aussi, enfin, c'était pas un livre de seulement, c'était un livre de cul, c'était aussi un livre presque de philosophie sur le désir, sur le voyeurisme. J'ai toujours fait des livres, j'allais dire un peu bâtard, entre le romanesque et le philosophique. Voilà, c'est ma façon d'écrire, et ce côté hybride, j'y trouve un peu mon identité littéraire. Rien à voir donc avec Ciel Montmardi, où il y a des images qui circulent, on vous voit couvert de chantilly, il y a une bataille de millions d'extrême droite sur le plateau, parce qu'à l'époque, il y avait pas, personne ne faisait attention. C'est surréaliste ce qui se passait. C'était un truc de liberté incroyable. On n'avait pas connu ça depuis Droit de réponse de Michel Polac. D'ailleurs, ça énervait beaucoup Michel qu'on dise que De Chavannes était un peu son héritier, parce qu'il disait moi, je travaillais mes émissions, c'était pas le foutoir. Christophe De Chavannes est pour moi un des marqueurs de cette télé des années 90, parce que il avait un sens du direct, un sens de la formule, un sens du rythme qui en faisait une émission mais extraordinairement populaire. Je me souviens que ça pouvait grimper à 70 ou 75% de part de marché. Ça veut dire que sur 100 téléspectateurs le mardi soir, il y en avait 75 qui étaient devant notre émission. Vous m'étonnez que les étudiants, le lendemain, exigent de moi un peu de rigueur quand je leur faisais des cours sur Parménide de Platon. Alors, il se trouve aussi qu'on entrait comme dans un moulin. Donc, il y a un jour des militants d'extrême droite qui sont sur le plateau et ça affiche un foutoir total. Et moi, je me souviens de cette époque-là, effectivement, quand on voulait rentrer, par exemple, dans les émissions de Guy Lux, on mettait un vieux pull, un stylo, une feuille, et on disait « je suis l'assistant, je rentre ». Et on avait toutes les informations qu'on voulait. Moi, j'ai travaillé à France 2, puis ensuite à Canal et à Europe 1 pendant 20 ans. On n'avait pas de badge pour rentrer, n'importe qui rentrait. Et c'est vrai que... Alors, aujourd'hui, ce serait sans doute plus possible parce que Dieu sait que les questions de sécurité sont obsédantes, mais on a perdu aussi sans doute dans les médias une sorte de spontanéité, de rapport avec les gens, avec le peuple. C'est aussi pour ça que quand il y a des mouvements de société aussi importants, par exemple que les Gilets jaunes, je trouve que les télés et les radios ne savent pas, n'ont pas su les traiter à leur juste mesure. Ça, voilà, il aurait fallu oser sans doute une grande émission forte
garde-robe. Mais d'ailleurs, d'un certain point de vue, je le recite, Hanouna l'a fait. À sa façon, on peut détester, on peut critiquer, mais il l'a fait. Le service public a tenté de le faire aussi. Mais vous voyez, et quand on parle du divorce entre les médias et la population, moi, quand j'ai dirigé l'info à France Télé, j'étais obsédé par cette question des invisibles. Je disais aux rédactions, attention, nos radars ne couvrent pas toute une partie de la population. L'info qu'on leur délivre ne les concerne pas directement. Et c'est vrai que 2 ans après, on a vu cette explosion justement de ces invisibles de la République. Alors, j'en reviens à l'enseignant qui donc fait Cagne et Hippocagne, qui a fait l'agrégation. La philosophie, ça vous a toujours passionné, Michel Field? Ah oui, et puis ça continue. Alors, je ne l'enseigne plus. Je continue à lire beaucoup de philosophie, à avoir une bibliothèque de philosophie qui est vraiment ma compagne et ma complice. Je crois que ça m'a beaucoup aidé dans l'animation des débats, d'abord la curiosité intellectuelle un peu tout azimut que la philo donne. Ce qui fait que quand les 10 ans que j'ai pu passer sur la chaîne Info, par exemple, sur LCI, j'étais, j'allais dire, pas désemparé de pouvoir recevoir un scientifique, un médecin, un artiste, parce que le bagage philosophique de base, surtout, je dois dire, je me suis vanté tout à l'heure en disant que j'étais sorti premier du CAPES, ce qui est vrai, mais c'était au bout de 2 reprises et j'ai mis 3 ans à avoir l'agrégation. Donc quand vous la préparez pendant 3 ans d'affilée, je vous assure que ça vous donne un bagage qui vous donne beaucoup de facilité de travail, surtout. Moi, souvent, on m'a dit dans mes émissions littéraires, mais comment tu fais pour lire aussi vite tant de livres? Franchement, quand on s'est tapé les œuvres complètes de Hegel, lire un roman, on le fait très facilement. Et ça, je le dis vraiment sans orgueil ni forfanterie. Alors, ça vous permet de retrouver Nanterre, mais hors mai 68, puisque vous allez enseigner à Nanterre. Et une chose extraordinaire qui s'est passée à Nanterre il y a 3 ans, ils ont fait une carte d'étudiants pour les nouveaux. Et ils ont mis la photo d'un jeune. Ils se sont aperçus après que c'était Emmanuel Macron jeune qui était sur cette photo. Et ils ont rectifié l'erreur. Mais c'est vrai que les facs, tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Alors, à un moment, il y a une thèse en cours, et puis cette thèse, vous allez l'abandonner à votre grand regret, Michel Field. Oui, à mon grand regret. Alors, c'est la 2e fois que j'évoque cette histoire parce que dans un livre précédent, Le Soldeur, je la racontais, mais là, je la raconte en détail. J'avais comme directeur de thèse un monsieur qui m'impressionnait énormément, à qui on doit les œuvres complètes d'Aristote dans la Pléiade, qui s'appelait Jacques Brunswick. Ça avait été et c'était un très grand professeur de philosophie grecque. Et un jour, je vais le voir, j'avais entamé une thèse sur l'idée de la notion de limite chez Platon et Aristote. Et puis, je vais le voir et je lui explique que voilà, je suis travaillé par la littérature et j'étais en train d'écrire mon 3e ou 4e ouvrage qui s'appelait L'homme aux pattes et qui était une sorte de roman un peu rabelaisien dans lequel j'essaye de revisiter toute la culture européenne à partir des pâtes italiennes dont c'était dont j'ai vraiment à la fois un amour de gourmand et puis une curiosité parce que rien de plus simple que le mélange primordial de la farine et de l'eau pour faire des pâtes sèches, mais à l'arrivée, vous avez quasiment 800 formes de pâtes différentes, des creuses, des longues, des courbes. Et le procès d'acculturation me semblait une bonne façon d'aborder ça. Et je fais d'ailleurs dans le livre mourir, de façon parodique évidemment, Socrate par la mafia italienne, puisqu'il est mort en Sicile, qui était la Grande Grèce, et je le fais mourir, assassiné par la mafia pour une recette fictive de lasagne. Et j'explique à Brunswick que voilà, je vais pas continuer ma thèse. Je lui envoie mon livre quelques mois plus tard, et il me renvoie une réponse absolument magnifique en me disant que si la mort de Socrate n'était pas attestée par la littérature dans la version que je lui donnais, elle l'avait tellement amusée que désormais elle figurerait dans la bibliographie qu'il donnerait à ses étudiants. Et c'était, si vous voulez, un compliment d'un grand monsieur et d'un grand mandarin, et ça me plaisait de lui rendre hommage dans Paris et moi. Et vous avez eu d'autres reconnaissances, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 14 décembre 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Field. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Field. Paris et moi est un livre dont on a commencé à parler, mais dont on parlera longuement tout à l'heure, qui est paru chez Mialet-Barreau. Et puis 14 décembre 1993, c'est la nuit des 7 d'or et on parle de cette émission.
Car ce soir-là, aux consécrations, Michel Field, vous recevez le 7 d'or du meilleur magazine culturel d'Emmanuel Frédéric Mitterrand pour le Cercle de Minuit. Oui, et c'est un très beau souvenir. Je cours pas après les reconnaissances et les médailles. J'ai toujours refusé Ordre du Mérite, Légion d'honneur, quand il a été question de mes attribuer, peu importe. Mais ce 7 d'or, cette récompense, d'abord, elle était incroyable parce que le Cercle n'avait que quelques mois d'existence et à l'époque, il fallait quand même être bien installé. Bernard Pivot raflait les 7 d'or culturels. D'ailleurs, pas très bon joueur, Bernard. Je crois qu'il s'était abstenu de venir à la cérémonie quand il avait su que ça n'était pas lui qui avait son énième 7 d'or. Parce qu'il a été nommé pour Bouillon de Culture en même temps que E égale M6 et les brûlures de l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que pour moi, le Cercle reste une aventure exceptionnelle. D'abord, ça marque mes vrais débuts à la télé, si je mets De Chavannes de côté où je n'étais que chroniqueur. Et après, je n'ai enchaîné que des émissions à moi, si j'ose dire. Et puis parce que j'ai gardé les sommaires du Cercle de Minuit. J'ai un dossier chez moi et j'ai gardé tous mes carnet où je préparais les émissions, puisque je ne me fais pas faire de fiches jamais, et à la main. Et c'est vrai que ces 2 ans, on a reçu mais absolument tout le monde du milieu artistique, philosophique, de la mode, de l'architecture, de la cuisine. C'était vraiment un rendez-vous magnifique, en direct, à minuit et demi, 1h du matin. C'était un moment de grâce absolue. Il y a eu évidemment des émissions beaucoup moins bonnes que d'autres, mais il y a eu des moments absolument incroyables qui m'ont marqué à vie. Je ne cesse d'ailleurs, un peu à la façon de l'oncle Paul, de saouler les jeunes journalistes qui ont travaillé avec moi en disant « mais le cercle... » Et puis bon, il faut que j'arrête un peu parce que ça commence à dater, quoi. Non, oui, mais en même temps, cette émission, personne n'y croyait. Et en recevant ce 7 d'or, Michel Field, vous remerciez Hervé Bourges, qui a accepté l'émission sans trop y croire, justement. Ah, mais non seulement il n'y croyait pas, mais Hervé, j'aimais énormément cet homme et Dieu sait que sa disparition m'a affecté. Hervé Bourges, il vient sur le plateau et c'était Patrick Bouchain, le grand architecte, mais très à la mode aussi à ce moment-là, qui nous avait fait un mur un peu sombre et tout, qui est devenu la marque de l'émission. Et Hervé, il se retourne vers moi et puis un peu bougon, il dit écoutez, Michel, le mur de Berlin vient de tomber, c'est pas la peine de m'en remettre sur les plateaux de télé. Bon, c'est pour vous dire que c'était pas gagné avec lui. Et puis, là où je l'ai séduit, c'est la place que j'ai faite à l'Afrique. D'ailleurs, le générique que vous avez laissé entendre, c'est Geoffrey Oryema. C'était un grand chanteur et musicien africain dont je me suis servi de la mélodie pour le générique et qui est devenu vraiment un succès. Moi, vraiment, la récompense suprême, c'est quand je me baladais à la Fnac à l'époque et que le disque d'Oryema avait été réédité avec générique du Cercle de Minuit. Mais là, vous pouvez pas savoir le plaisir que j'avais d'abord pour lui. Et il a disparu aussi, Geoffrey, mais son fils continue à faire de la musique. Et si par hasard il m'entend, je le salue bien. Et puis après, je pense que Hervé Bourges s'est rendu compte de l'intérêt qu'il y avait. Soyons cyniques, il y avait un rapport qualité-prix incroyable. On faisait une petite émission, il y avait un tout petit budget et tout. Et en même temps, c'était la fenêtre ouverte sur tout le monde de la culture. Et aujourd'hui, avec le recul, il n'est pas rare que je croise des artistes confirmés, chanteurs, acteurs, actrices, qui me rappellent qu'ils ont fait leur première télévision au Cercle de Minuit avec moi. Voilà, et ça vous a changé votre vie parce qu'à partir de ce jour-là, les nuits étaient courtes, Michel Field. Vous couchez à 4 heures. Je dormais plus parce qu'en plus, quand on sort d'un direct, 3 heures du matin, il faut au moins 2 heures pour redescendre. Et du coup, ma vie a été totalement décalée. C'est d'ailleurs, je pense, la séparation avec la maman de ma première fille a sans doute été beaucoup liée à cette cassure de rythme-là. Mais en même temps, ça m'a ouvert ce que je ne savais pas être une carrière, parce que j'ai jamais pensé en ces termes-là, mais une émission en a appelé une autre, et après j'ai sillonné le PAF. Voilà. Alors, il se trouve qu'en recevant ce 7 d'or, vous remerciez Laure Adler, qui était aussi nommée, et pas nominée, comme on a le tort de le dire, et vous lui devez finalement cette émission, Michel Field. Absolument, c'est elle qui m'a fait venir. Alors,
très curieusement, bon, il y a prescription, on peut le dire, elle était encore la conseillère culture de François Mitterrand, mais elle allait quitter son poste parce que Hervé Bourges l'appelait à ses côtés. Mais en fait, quand elle me parle de l'idée de lancer une quotidienne de nuit culturelle, elle me dit ça dans son bureau de l'Élysée, ce qui évidemment, en termes d'image d'indépendance du service public, fait un peu désordre. Mais elle n'était plus en activité. Et c'est elle qui justement m'a dit une chose très belle, très belle, en tout cas qui m'a touché. Elle m'a dit: je t'écoutais sur France Culture et je te regarde chez De Chavannes. Et le grand écart que ça fait m'intéresse pour faire de la télévision culturelle grand public. Et c'était assez original et j'allais dire touchant de sa part, parce qu'en général, les milieux intellectuels que je fréquentais, côté philo, avaient très mal supporté mon intrusion dans la télé de divertissement, et les autres me trouvaient très sérieux, et c'est la seule qui a pu voir un avantage à cette schizophrénie qui est celle de ma vie tout entière. Et il y a autre chose qu'on voit dans cette émission et qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui à la télévision, Michel Field, c'est que vous avez une pipe à la main. Oui, alors on fumait à l'époque sur les plateaux. Alors on commençait quand même à avoir des mises en garde du CSA pour ne pas, pour l'exemplarité, comme on dit. Alors, c'était pas les volutes de fumée telles qu'on les connaissait chez Pollack. Je ne fumais pas à l'antenne, mais la pipe était visible, et dès que j'avais une interruption, je sais pas, le moment live de la musique, je tirais sur ma bouffarde, quoi. Donc ça reste en effet une image très datée. Et il se trouve que, bon, vous n'avez pas la Légion d'honneur, en revanche, et vous en êtes fier, vous avez été sacré meilleur fumeur de pipe à Saint-Claude. Oui, c'est ça. Bon, les C'est votre maîtres, Légion d'honneur. les maîtres pipiers souffrent beaucoup, hein, parce que ils avaient organisé ce truc un peu médiatique de désigner une personnalité premier fumeur de pipe. J'étais allé à Saint-Claude, où vraiment c'est un très beau souvenir, parce que j'ai été reçu avec une chaleur j'ai découvert aussi cette tradition artisanale, industrielle. Et voilà, et c'est vrai, je raconte dans Paris et moi, mais on n'a peut-être pas le temps. On en parlera tout à l'heure. Que oui. j'ai eu un relatif succès d'estime en leur expliquant que les blagues qu'ils devaient subir depuis toujours, à savoir l'association de la pipe et de la fellation, étaient totalement infondées, et érudits niçois à l'appui, car je me référais aux travaux de Pierre Guiraud. Je leur ai expliqué que la pipe, c'était du registre de la tromperie, et c'est les dés sont pipés, c'est du pipeau, et c'est dans l'argot du Moyen-Âge ce que les prostituées garçons arrivent à faire à leurs clients, c'est-à-dire une gâterie par la bouche plutôt que la sodomie, mais pour le même prix. Donc ça veut dire qu'ils ont pipé le client, ils l'ont trompé. Et là, je dois avouer, je me souviens de la salve d'applaudissements et de rires, comme si je les libérais de cette sorte de plaisanterie grasse qui accompagnait leur savoir-faire. Alors, et ça, c'était le côté fumeur. Et vous avez fait érudit à la fois. Et vous avez fait un tabac à la télévision, mais en changeant régulièrement d'émission. Parce que quand on voit le nombre d'émissions différentes, ça va de Canal+, l'hebdo pendant 3 ans, une émission sur la philosophie. C'est très varié, votre parcours, Michel Field. Oui, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'avais pas du tout de plan de carrière. Je suis allé un peu j'allais dire au gré du vent, des rencontres. Au bout de 2 ans de Cercle de Minuit, Canal+ m'approche en me proposant de venir. Et c'est vrai que Hervé Bourges avait laissé la place à Jean-Pierre Elkabbach, et c'est un secret de polichinelle dans le milieu que mes rapports avec Elkabbach depuis 30 ans maintenant ne sont pas excellents. Et du coup, j'ai vu le danger, parce qu'il allait me sucrer l'émission, et je suis parti sur Canal, où j'ai découvert une personnalité qui est devenue un ami, un de mes amis les plus chers, et qui s'appelait Alain de Greff, et avec qui la complicité m'a permis de faire l'hebdo, et puis cette petite émission de philo à laquelle il tenait, qui s'appelait Pas si vite, où en 5 minutes, avec Mademoiselle Agnès, la spécialiste de la mode, nous déambulions dans Paris, déjà un peu Paris et moi, et c'était un petit cours de philo avec l'ingénue que représentait Agnès. Puis après TF1... C'est important, parce que c'était une première à la télévision, cette philosophie.
émission de Ah oui, philosophie. et en plus, Alain l'avait mis en programmation incroyable pendant le tunnel de la pub du samedi soir sur les autres chaînes, ce qui fait que elle était en clair sur Canal et qu'on avait une audience de ouf, quoi. Un peu ce que Dardar et Oulalar aujourd'hui en émission sur France 2 arrivent à faire sur une émission d'initiation à l'imperture. Et puis après, TF1 m'a appelé pour remplacer Anne Sinclair quand elle a abandonné 7 sur 7, donc je suis allé faire public. Et puis après, Cavada, La Marche du siècle, ainsi de suite. Et ma carrière s'est construite comme ça, en patchwork, avec quelques faux pas, quelques difficultés, mais dans l'ensemble, oui. On m'a reproché ce nomadisme-là, mais ça a été ma façon de construire ma vie. J'ai toujours souffert de claustrophobie sociale. J'ai du mal à être enfermé dans un seul lieu. Et finalement, il faudra attendre ma rencontre avec Delphine Ernotte quand elle me demande de la rejoindre. D'abord à la direction de France 5, à la direction de l'info ensuite et aujourd'hui à la direction de la culture. Mais c'est la première fois peut-être depuis que j'étais prof que je n'ai qu'un seul employeur et que je ne suis que dans un seul lieu. Et vous voyez, je m'échappe quand même en ne résistant pas à écrire. Voilà. Et alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est que vous avez même présenté l'Eurovision avec 2 chanteuses du groupe Native en 98. On a été très performants cette année puisqu'on a fini 24e sur 25 avec une chanson de Marie-Aline. Et là aussi, ça a été pour vous une nouveauté, présenter l'Eurovision. Mais j'ai pas présenté Vous étiez l'Eurovision. avec 2 chanteuses du groupe Native. Alors, je les ai peut-être reçus juste avant l'Eurovision. Non, alors, dans les petites folies que j'ai fait une émission avec Jean-Pierre Foucault, mais c'était un site d'action, donc c'était sérieux. Non, pas d'Eurovision. En tout cas, ça circule dans votre biographie. Mais il y a aussi une chose qui circule sur YouTube. Ou alors j'ai oublié, mais non, ça m'étonnerait. S'il circule sur YouTube aussi, c'est ça. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. 27 octobre 1992, vous chantez chez Pascal Sevran cette chanson merveilleuse qui est La complainte de la butte. Alors, c'est vrai que j'ai une passion pour la chanson française et puisque vous avez lu le livre, vous le savez, Paris est évidemment un vecteur formidable de la chanson des années 30, 40, 50. La complainte de la butte, petite mendigote, je tiens ta menotte est un grand classique. Et Pascal, sachant mon amour pour la tradition de la chanson française, m'avait proposé de venir. Donc je me revois encore maquillé comme un camion, comme c'était le cas à la chanson. Mais j'aimais beaucoup Pascal Sevran avec ses colères, sa mauvaise foi légendaire, mais en même temps quelqu'un de très généreux, de très sensible. Et on se retrouvait sur ce répertoire parce qu'il était bluffé de ma connaissance des chansons d'Aristide Bruand, de Damia, de Fréhel, de Tino Rossi. Vous savez, au Cercle de Minuit, j'ai quand même reçu Julio Iglesias contre l'avis de toute mon équipe, qui étaient des jeunes intellos branchés, disant mais c'est totalement ringard et tout. J'ai dit non, et j'ai passé un moment absolument formidable avec Julio, qui était évidemment l'homme incroyablement plus subtil et intelligent que ce que la caricature lui prête. Et moi, j'ai toujours été, alors peut-être pour le meilleur ou le pire, mais j'ai toujours aimé la culture populaire. Je n'ai jamais eu le mépris, un peu de surplomb qu'ont les intellos, les agrégés quelquefois, ou les énarques davantage encore, sur le petit peuple. Moi, je suis nourri de la culture populaire et je la revendique haut et fort. Voilà. Pour votre culture, justement, populaire, il faut savoir que cette chanson, La complainte de la butte, French Cancan, c'était le film qu'écrivait Jean Renoir, il l'a tourné, il cherchait une chanson, une chanteuse. C'est Cora Vauquer qui C'est Cora Vauquer qui est venue, qu'ils ont trouvé dans un cabaret, parce qu'au départ, c'était une Italienne qui était la maîtresse du producteur qui devait la chanter. Elle chantait faux, et finalement, Cora Vauquer a accepté de chanter cette chanson sans apparaître à l'écran. Et c'est comme ça que cette chanson est devenue un succès mondial. Et je vois... Vous savez, il y a des flashs comme ça dans ce si beau cinéma français. Il y a cette complainte de la butte. Il y a une autre séquence dont je parlais dans Le Soldeur, mon avant-dernier livre. C'est la séquence de Fréhel dans Pépé le Moco. Absolument. Quand elle est énorme, alcoolisée, et qu'elle met elle-même sur son pick-up le souvenir de sa gloire. Et c'est Où est-il donc, cette chanson qui célèbre le métro Blanche et le moulin de la Galette. Où est-il, mon moulin de la Galette? Et elle pleure en s'écoutant elle-même devant un Jean Gabin interdit. C'est une des plus belles scènes du cinéma français. Et bien justement, Paris, on va en reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 7 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Field.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Field. Donc 7 avril 2021, sortie de ce livre dont on a commencé à parler, Paris et moi, chez Mialet-Barrot. Alors c'est un livre qui est à la fois une évocation de Paris et une évocation de votre vie sans détour, si j'ose dire. Oui, il y a pas mal d'intimité. Encore que si je dépose mes souvenirs dans mes déambulations parisiennes, si le livre est réussi, je sollicite, j'espère que le lecteur mettra ses propres souvenirs. Et parce que c'est plus l'idée que une ville est la mémoire de sa propre existence. Et c'est comme un dialogue un peu silencieux entre une ville et une vie. Il y a une phrase de Mallarmé qui m'a toujours beaucoup intrigué et que je citais déjà je crois que c'était l'exergue d'Impasse de la nuit et je la recite là, c'est « Rien n'aura eu lieu que le lieu ». C'est-à-dire que, et Patrick Modiano en est peut-être l'incarnation romanesque suprême, la mémoire, elle est d'abord géographique et c'est par le lieu qu'on arrive à repérer le temps. Et j'ai proposé une année dans Paris, une année fictive, qui commence avec l'incendie de Notre-Dame, qui se termine par le premier confinement, mais dans laquelle j'intègre les attentats du Bataclan, l'explosion de la rue de Trévise, enfin, tous ces traumatismes que la ville a connus, et voir la résonance que ça a sur notre propre existence. Et c'est vrai que Paris est magnifique pour ça. Paris est si petit pour nous qui nous aimons d'amour, d'un aussi grand amour, dit Arletty dans Les Enfants du Paradis, à Pierre Brasseur. C'est un peu ça, c'est comment se retrouver soi-même dans la ville. Et puis, c'est la métaphore d'une vie, la ville. Certains quartiers meurent, d'autres se transforment, comme on perd des amis, on en a d'autres. Et j'aimais cette confrontation. Oui, et en même temps, ce livre qui vous raconte et qui raconte Paris doit beaucoup à votre mère, car c'est elle qui vous a fait découvrir la déambulation dans Paris, Michel Field. Ah, elle était incroyable. Elle avait une passion pour cette ville qui fait que quand je la trimballais en voiture, plus âgée, on s'engueulait sur les itinéraires. Quand je l'amenais d'un point A à un point B, je disais, mais pourquoi tu passes par là? C'est bien plus rapide de passer autrement, etc. Et je crois que l'amour de cette ville, je le lui dois, à mon oncle aussi, à son propre frère, qui m'a fait connaître les coins incroyables du 13e. J'y consacre d'ailleurs une bonne partie du chapitre concernant ce 13e arrondissement, qui n'est pas le coin que je connais le plus. Mais ce qui me fascine dans Paris, c'est aussi c'est une métaphore de toutes les questions aujourd'hui d'identité, ces crispations identitaires sur la race, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle. Alors que Paris, dont on dit Paris sera toujours Paris, mais en même temps, c'est une ville qui ne cesse de se transformer et d'intégrer son autre. Regardez la rue du Faubourg Montmartre, ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'était le Faubourg de Paris, la ceinture des grands boulevards. Et aujourd'hui, regardez comment, je sais pas, Aubervilliers, comment Montrouge deviennent quasiment des arrondissements de Paris. Et cette logique-là d'une identité plurielle, c'est un peu le fil rouge de mon livre. C'est aussi que regarder la ville vivre, c'est aussi prendre des leçons sur comment penser le rapport à l'autre. Voilà. Et Paris est la ville lumière. D'ailleurs, cette expression, on l'a un peu oubliée. Elle date de Louis XIV. Quand les Anglais sont venus à Paris, ils ont découvert nos rues éclairées par des lanternes et des flambeaux pour éviter les agressions dans les coins sombres. Ils ont appelé Paris la ville lumière. Mais il y a un essai que j'aime beaucoup d'Anne Coquelin qui s'appelle Paris le jour, Paris la nuit, il me semble, Paris la nuit, et qui explique, et qui a analysé la politique d'éclairage public, parce que je vous disais à l'instant que la ville annexe son autre, la banlieue, les lieux de classe populaire, de classe dangereuse, comme on disait au 19e siècle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en son sein, elle laisse aussi son autre se développer, les squares, les jardins, les bois. Et comme par hasard, cet autre de la ville, ces zones obscures, ces zones qui n'étaient pas éclairées, étaient évidemment les lieux de toutes les sexualités marginales, répréhensibles, interdites. Et il y a un jeu d'ombre et de lumière dans l'histoire même de la ville qui est passionnant d'un point de vue historique. Alors, vous devez aussi votre connaissance de Paris au temps où vous organisez des manifestations, Michel Field. Alors, c'est vrai que, ayant été quelques années jeune membre du service d'ordre de cette organisation d'extrême gauche, on faisait des manifestations
dont la plupart étaient en quelque sorte dealés, comme on dit aujourd'hui, avec la préfecture de police. Donc moi, j'ai des souvenirs dans le bureau du préfet de police, avec la délégation de militants, de décider avec la police quel serait le parcours de la manifestation. Et puis après, en service d'ordre, on allait inspecter les lieux, repérer les immeubles à double entrée. Il y a eu un moment, je ne le suis plus, mais il y a eu un moment où je devais être le spécialiste mondial du Paris, du République Bastille et du République Nation. Je crois que j'en connaissais toutes les doubles entrées d'immeubles, et ça, au cas où ça tournerait mal. Il faut dire que l'apparition des digicodes a été un drame pour la connaissance intime de Paris, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir des porches à l'improviste. Je parle par exemple de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de ce qu'était ce village d'une variété incroyable de savoir-faire artisanaux. Aujourd'hui, même pour pénétrer une cour intérieure, il faut un digicode. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que dans ce livre, vous évoquez votre parcours personnel à travers même des lieux, parce que lorsque vous avez fait vos études, il y a eu la Sorbonne, et c'est vrai que la Sorbonne, vous l'avez connue en un temps où dans le quartier, il n'y avait pas de magasin de fripes, Michel Field. C'est ça, c'était la place de la Sorbonne où j'allais suivre justement les cours de celui qui est devenu un grand ami, le philosophe Michel Serres, le samedi matin à l'aube. Il y avait une énorme librairie des PUF, les presses universitaires de France, à droite, quand on regardait la place de la Sorbonne avec la fac en face. Il y avait la petite librairie Vrin qui, elle, c'est un grand éditeur, un petit éditeur, mais un grand, parce que c'est l'éditeur de la philosophie. Donc tous les grands philosophes ont une édition chez Vrin. Et aujourd'hui, ce que chante Souchon du Saint-Germain, livré au domaine de la fripe, et évidemment tout le quartier latin en est la victime. Et voilà, bon, j'aime pas c'était mieux avant, etc. Je le dis dans le livre parce que c'était mieux avant, parce qu'on était plus jeunes, et toutes les choses qui disparaissent sont remplacées par des choses nouvelles, enthousiasmantes. N'empêche que cet aspect-là du quartier latin, c'est quand même difficile de ne pas penser qu'on y a beaucoup perdu. Voilà, et il faut se souvenir que Guy Béard, dans un café au coin de la rue du Four, a écrit « Il n'y a plus d'après » en quelques minutes, un jour à midi. Voilà. Et c'est une chanson magnifique, c'est l'hymne de notre nostalgie. Alors, il y a aussi les Halles, que vous avez connues au temps où les Halles étaient à Paris. Et les Halles, la nuit, il y avait... il y a eu du marché noir pendant la guerre, mais là, il y avait une fête incroyable. Et vous avez vu Higelin chanter l'International, Michel Field. Oui, alors ça, je raconte ça parce que il se trouve que j'ai habité les Halles pendant plusieurs années, que je me suis lié d'amitié avec un couple qui tenait le bistrot chez Clovis, Françoise et Claude Cornu, qui m'ont livré leur VHS familial, leur Super 8 et tout, et j'ai produit un film grâce à Olivier Mérou qui en a été le réalisateur, parce que ils étaient devant le chantier des Halles. Et donc, de la fenêtre de chez eux, ils ont filmé toutes les étapes de la destruction des Halles. Et à la fin de cette destruction, il restait un pavillon Baltard. Je pense que c'est celui qu'on a déplacé à Nogent. Tout à fait. Et Higelin a été là pour l'ultime fête, contre le déménagement des Halles et la destruction des pavillons Baltard. Et là, Higelin se livre à une improvisation incroyable sur l'International dans une version électro, etc. Et ce qui est très drôle, ce que je raconte sourire aux lèvres aujourd'hui, c'est qu'une part des militants a hurlé au blasphème, et les mêmes qui, quelques années plus tard, quand ils entendront Gainsbourg faire sa version reggae de la Marseillaise, trouveront ça génial et en voudront au para d'avoir essayé d'empêcher Gainsbourg de la chanter, étaient ceux-là même qui conspuaient Higelin pour la même raison, c'est-à-dire s'emparer d'un hymne symbolique pour en faire quelque chose à sa façon. Et il y a un autre chanteur que vous avez croisé, mais dans des conditions parfois difficiles, c'est Claude Nougaro, dans un restaurant de nuit où Moretti fêtait Noël le 28 août parce qu'il était sûr d'avoir ses copains, qui était la Tour de Montlhéry. Et oui, moi j'ai eu l'immense privilège d'être ami intime avec Claude Nougaro plusieurs années de sa vie. On a vraiment quasi vécu ensemble. Je peux même vous dire que j'ai préparé mon oral de l'agrégation dans sa loge de l'Olympia en 1981. C'est là où je travaillais mon oral de philo, parce que il était là tous les soirs, je l'accompagnais tous les soirs. Nos nuits étaient en effet souvent passées par chez Denise, comme on l'appelait, la Tour de Montlhéry, incroyable restaurant dont je fournis la description la plus journalistique et précise dans mon
livre Paris et moi, et j'étais quasiment son garde du corps. Comme il avait le vin mauvais, il cherchait la bagarre, la baston tout le temps. Il n'y a pas que les mémés qui aiment la castagne, pour le paraphraser lui aussi. Et donc il fallait le protéger de lui-même. Et j'ai des souvenirs formidables. Et puis quel privilège d'avoir fréquenté ce magicien des mots. Et il y a un autre magicien qui lui aussi a chanté Paris, et c'est Francis Lemarque. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris. Ça, vous évoquez bien sûr cette chanson dans ce livre, Paris et moi, Michel Field. Il faut savoir que cette chanson est née parce qu'un jour, Francis Lemarque, dans un cabaret qui s'appelle le Club des Cinq, voit Yves Montand, il est fasciné. Il dit à Prévert, voilà mes chansons, à qui je peux les montrer? Prévert dit, écoute, je sais pas, à Montand. Et il est arrivé chez Montand à Neuilly, et Montand a eu le coup de foudre pour ses chansons, et c'est devenu son auteur favori. Oui, et c'est vrai que on connaît plus la version d'Yves Montand, qui a repris à Paris, que celle de Francis Lemarque, qui est un peu sous-évalué. Francis Lemarque était un chanteur absolument formidable. Il a fait non seulement plein de chansons sur Paris, mais il y a une chanson qui s'appelle Les Routiers, absolument magnifique, sur la vie d'un routier la nuit. Moi, j'adore cette mythologie parisienne, et j'adore aussi la capacité que Paris a de fonder sa propre mythologie. J'en touche un mot dans le livre. Au moment où le tramway disparaît dans les années 30, pour évidemment à l'époque laisser la place à la voiture et faire finalement permettre à la régie Renault de devenir le grand constructeur que l'on sait, Paris va s'inventer la légende que on arrête le tramway parce que les Parisiennes accrochaient leurs talons aiguilles dans les rails du tramway et que ça ne pouvait plus durer. Et ça, cette capacité qu'a cette ville à se bâtir au fur et à mesure sa propre mythologie, en fait un personnage de roman vis-à-vis de quoi j'ai essayé d'être à la hauteur. Voilà. Alors dans ce livre Paris et moi, Michel Field, vous évoquez aussi votre propre vie et vous expliquez que vous avez eu 100 vies. Oui, parce que j'en ai pris conscience. Il se trouve que voilà, j'ai eu 4 enfants de 3 mamans différentes sur 20 ans d'écart. Hein. La première est séparée du dernier de 19 ans. Il se trouve que par le plus grand des hasards, et c'était à chaque fois un hasard nouveau, je les ai tous enregistrés à la mairie du 12e. Et il se trouve que c'est la même employée d'état civil qui m'a fait les 4, mais moi je ne m'en souvenais plus. Et en fait, elle a fait la 4e juste avant de prendre sa retraite. Et j'ai été invité il y a quelques jours à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Et il a retrouvé cette dame, et il m'a fait un coup à la Patrick Sabatier, il me l'a présentée. Je vous jure, j'étais au bord des larmes tellement j'étais ému, parce qu'elle représentait exactement le contraire de ce qu'a été ma vie. Moi, j'ai baroulé dans tous les sens, on me l'a reproché, on m'a accusé de dilettantisme, etc. J'assume les choix que j'ai faits, mais cette femme qui était la permanence du service public dans ce qu'il a de plus quotidien et bienveillant vis-à-vis de l'usager, c'était presque mon autre. Et ça m'a beaucoup amusé de me rendre compte finalement que c'était un autre modèle, mais qui avait parfaitement sa dignité que d'être enraciné dans le même quotidien pendant des années et d'arriver à toujours le renouveler. Ça demande aussi une autre forme d'imagination que celle que j'ai usée dans ma vie, mais aucune des deux n'est mieux que l'autre. Voilà. Votre vie est celle de Paris, vous le racontez dans Paris et moi chez Mialet Barreau. En tout cas, c'est un parcours que celles et ceux qui vivent à Paris, qui ne vivent pas à Paris, doivent découvrir. Je le leur recommande. Merci infiniment et merci pour la qualité de cet échange. Merci Michel Field. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.